Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau d'Émulsion, ce beau plateau. Émulsion, c'est une émission qui parle des secrets de fabrication de la littérature jeunesse. Et aujourd'hui, c'est une émulsion consacrée aux livres illustrés. Et pour en parler, elles sont venues en force. Bonjour à toutes les trois. Beatrice Alemagna, vous êtes auteure, illustratrice d'origine italienne. J'avais peur d'écorcher votre nom. Il faut bien que je dise oui, Beatrice Alemagna. Alemagna. Ça va être difficile, vous m'en voudrez pas si jamais Non, vous inquiétez pas. Alors vous écrivez pour les adultes comme pour la jeunesse, vous avez remporté de nombreux prix en France comme à l'étranger. Récemment, vous avez même reçu le prix des sorcières dans la catégorie carrément mini pour votre album Les choses qui s'en vont, qui est paru chez Helium. Bravo. Merci, c'est gentil. Joël... C'est un plaisir de recevoir des prix, donc je suis contente que vous en parliez. J'imagine. Joëlle Jolivet, vous êtes illustratrice, vous avez fait des études aux Arts appliqués de Paris, aux Beaux-Arts, et du dessin à la peinture, vous êtes passée à la lithographie. Vous avez publié plus d'une 50aine d'albums, dont beaucoup de succès de librairie évidemment, comme Zoologique chez Seuil Jeunesse, 365 pingouins sur un texte de Jean-Luc Fromental chez Naïve, et votre dernier album illustré, je crois. Comment ? Helium, pardon, chez Helium. Et le dernier album illustré s'intitule Costume. Et lui... c'est plutôt l'ours contre la montre. L'ours contre la montre. Et puis il y a Costume qui n'est pas si vieux que ça quand même. Non. Okay. Qui a été réédité récemment. Oui, d'accord. Et qui a été réédité chez les grandes personnes. Voilà. Valérie Cussaguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éditrice. Votre premier contact avec ce métier, c'est fait d'ailleurs au Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil. Oui, il y a très voilà. longtemps. Mais depuis, vous avez fait carrière dans l'édition, ça ne vous a pas quitté. Vous avez même créé votre propre maison en 2013 et elle s'appelle Les Fourmis Rouges. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que le livre illustré, c'est pas le livre le plus spécifique finalement de la littérature jeunesse, parce que en fait, il n'y a pas d'équivalent dans les librairies pour les adultes. Il y a eu des tentatives, si, parfois il y a eu, mais qui sont rarement soldées par de grands succès. C'est pas évident, effectivement, le livre illustré pour adultes, alors que ce serait passionnant, c'est passionnant, mais c'est vrai que commercialement c'est très difficile, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a de la littérature, ou alors on a de la bande dessinée, mais le livre illustré, il est plutôt spécifiquement pour la jeunesse, le plus souvent, oui. Alors, qui dit jeunesse, forcément, dit plusieurs âges. Dans vos collections, du coup, vous catégorisez par âge ou par... comment ça se passe ? Je catégorise pas, c'est-à-dire que je n'indique pas sur la 4e de couverture pour quel âge, à quel âge s'adressent les livres. Je le fais pas parce que je ne fais que des albums, je ne publie que des albums, donc j'ai le sentiment que un parent, en regardant le livre et en l'ouvrant de lui-même, il peut sentir pour quel âge, à quel âge convient ce livre. Donc je ne l'indique pas. Et alors vous, quel est votre rôle dans la fabrication d'un livre ? Est-ce que vous intervenez beaucoup auprès de vos auteurs et de vos autrices ? Alors il n'y a absolument pas de règle générale, je dirais. C'est-à-dire que parfois je reçois un projet, je ne change quasiment rien. Tout me plaît, tout me va, le texte, les images. Parfois je reçois le texte tout seul. Et je change quelque chose ou rien, et parfois je reçois un projet et je casse tout, ça peut m'arriver. Voilà, donc c'est vraiment, chaque projet est différent, et donc mon intervention, elle peut être très en amont, elle peut être aussi, il se trouve comme on est une toute petite maison, je m'occupe aussi de la fabrication, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Dans les grandes maisons, il y a un service fabrication, mais en l'occurrence, et ça me plaît beaucoup, c'est-à-dire je suis le livre depuis le travail avec... jusqu'à la réalisation. Voilà, exactement. Ouais. Et alors vous, Beatrice Alemagna et Joëlle Jolivet, comment ça se passe le rapport avec les éditeurs ? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors, ça dépend parce que en fait, pour ce qui me concerne, je travaille en direct avec plusieurs pays, et donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un rapport avec un éditeur, il est différent. C'est un rapport direct avec la personne. Il m'arrive moi, je suis très contente en fait quand on m'amène vers d'autres endroits, dans des endroits. Vous aimez les allers-retours J'aime avec beaucoup votre éditeur. l'échange. Pour moi, un livre, c'est aussi une rencontre avec l'éditeur. C'est pour ça que mes éditeurs sont souvent, toujours même, des personnes que j'aime beaucoup, en tout cas humainement. Et donc cette rencontre-là, elle donne souvent des changements, mais la plupart du temps,
ça donne simplement des évolutions, on va dire, de mon travail, des réflexions que je n'aurais peut-être pas faites, etc. Donc, effectivement, chaque livre a une histoire différente. Il y a des livres qui n'ont pas du tout eu à subir ou à profiter plutôt de la profiter. Vous avez dit casser tout à l'heure aussi, vous cassiez parfois, alors c'est des termes qui sont forts en fait. Disons profiter, parce que Valérie est sensible au sujet, j'imagine, de la présence d'un éditeur, mais d'autres qui ont même joui de cette présence et de cet apport, je dirais. Après, moi je suis très heureuse, comme je disais justement, de cet apport-là, mais il m'arrive de moins en moins d'en avoir. C'est-à-dire que plus, je pense que Joël doit avoir le même problème, entre guillemets, plus on a de la bouteille, je dirais, plus on est dans le métier, plus en fait on nous fait confiance et on nous croit tout à fait à point, je dirais. Donc, il m'arrive souvent d'être moi-même l'éditrice de moi-même. Ça. De me dire non, en fait non, là je suis désolée, je voudrais refaire cette page-là parce que c'est moi qui pense qu'il ne va pas, et de me rendre compte que l'éditeur finalement me suit en fait un peu dans tous mes cheminements. Démarche. Très bien. Et Joël Jolivet, vous alors? Moi j'ai des rapports longs, conflictuels et amoureux avec mes éditrices, parce qu'en fait c'est essentiellement 2 éditrices depuis des années. Et c'est toujours compliqué, mais je suis incapable de travailler toute seule. Donc vous, vos éditrices, je vous coupe, pardon, mais c'est les grandes personnes et voilà, Elium, c'est ça? Exactement. C'est Brigitte Morel et Sophie Giraud. Essentiellement, j'ai travaillé avec d'autres éditeurs, mais disons que c'est avec elles que j'ai le rapport le plus intime. Et j'ai besoin de cet échange, de cet aller-retour dans la création, parce que je suis incapable de faire quelque chose par moi-même, en fait. Et surtout, je fais des livres. C'est-à-dire que je ne fais pas des images pour mettre dans des livres, je fais des livres. Donc faire des livres, ça veut dire du papier, ça veut dire des formats, ça veut dire choisir ensemble, ça veut dire discuter, ça veut dire réfléchir. C'est un travail d'équipe pour moi, le livre. Donc c'est extrêmement important, l'éditeur. Cet échange. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de travailler tout seuls, de créer leurs choses dans leur coin et qui arrivent avec une chose finie. Moi, je ne travaille pas comme ça. Mais... Alors j'ai une question très générale, mais elle est quand même importante. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous aimez particulièrement les unes et les autres vous adresser à la jeunesse? Alors pour vous, Valérie Cussaguet, pour l'édition. C'est la liberté. C'est la liberté parce que c'est vrai que dans ce domaine de l'édition, moi au départ, ce que j'aimais, je suis arrivée à l'édition par la littérature. C'était d'abord le roman, la littérature qui m'intéressait. L'image, ça a été une rencontre plus tardive, et je me suis rendu compte à quel point ce domaine de l'édition était extrêmement vivant, était très créatif, était peut-être parce qu'on est un peu à part, on nous laisse tranquille aussi. Il y a quelque chose, on intéresse peut-être un peu moins que les grands médias, mais ça nous laisse une liberté immense. Et puis il y a des formats de toutes sortes. En fabrication, on fait des choses formidables. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose d'assez bouillonnant, et j'ai eu le sentiment qu'il y a une grande liberté. Et puis alors, ce triangle étrange où finalement on est adulte, on travaille tous, nous sommes tous adultes, les auteurs, les éditeurs, on travaille pour des gens qui vont acheter le livre et qui sont aussi des adultes, pour un lecteur final qui est un enfant. C'est assez passionnant, c'est-à-dire qu'on doit on doit penser le livre de cette... En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. On peut travailler différemment. Mais je trouve ça très intéressant, cette espèce de triangle étrange comme ça. Je trouve ça formidable. Et puis, il y a une chose que j'adore, c'est que on a le texte d'un côté, on a l'image, et puis il y a cette troisième chose qui est le livre illustré. Qui est livre-objet. Non, pas seulement les livres-objets, c'est que le rapport entre l'image et le texte. Pardon. Voilà. Ouais, c'est ça. On crée quelque chose, une troisième chose. Oui, voilà. Oui, une troisième dimension. Et vous, alors, de votre côté, Joël Jolivet? Moi, je suis plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je suis arrivée par l'image, je n'écris pas, donc pour moi, j'ai toujours voulu faire des livres avec des images dedans. Donc, de fait, la jeunesse était effectivement l'endroit où, dans les années 90, quand j'ai démarré,
car je suis très vieille, il y a eu tout d'un coup une espèce de bouillonnement, d'effervescence, de grande liberté, effectivement, où on pouvait faire tout ce qu'on voulait, alors que moi, j'adorerais faire des livres illustrés pour adultes. J'ai fait un peu de bande dessinée, je fais des images pour d'autres choses, je fais des couvertures de romans, des choses comme ça, mais effectivement, il n'y a pas cet espace, il n'y a pas ce... Il y a pas cette... Enfin, en fait, je ne sais pas, on n'est peut-être pas crédible ou les libraires ne savent pas quoi en faire, mais pour moi, il n'y a pas de différence. On pourrait très bien faire des livres pour les grands aussi. D'ailleurs, mes livres, des fois, je ne sais pas très bien pour qui je les fais. Où est la frontière, peut-être? Pour mon enfant intérieur, n'est-ce pas? Quel âge a votre enfant intérieur? Mais sinon, bien sûr que j'oublie pas à qui je parle. C'est même la première chose qu'il faut faire, c'est de savoir, de pas oublier l'enfant à qui on parle. Mais ça peut s'adresser à tout le monde. Et ça peut être lu jusqu'à pas d'âge, on peut dire. Voilà. Et j'aime pas ces cases. Enfin, c'est assez insupportable. Surtout en France, d'ailleurs, cette espèce de mise en boîte, c'est-à-dire qu'il faut être dans une boîte. Donc, toi, t'es auteur jeunesse, toi, t'es... Et puis, c'est moins vrai, je pense, dans d'autres pays. Et il y a peut-être aussi une absence de crédibilité quand on fait des livres jeunesse. Effectivement, comme dit Valérie, on nous laisse tranquille parce qu'on n'est pas très sérieux, quoi. Voilà. Alors que c'est quand même là que se passent, pour moi, les choses les plus folles depuis un certain nombre d'années, quoi. Beatrice Alemagna. Moi, je me suis rendu compte assez vite que de faire un livre pour enfants au début était pour moi une forme de renaissance, en fait, vraiment pour faire renaître cet enfant qui est à moi et que je garde précieusement à moi. Et c'est juste après je dirais mes premiers 10 ans dans l'édition, là ça fait 20 ans à peu près que je travaille dans ce monde-là, c'est à partir de là que je me suis aperçue en fait que, en gros, c'était un peu une galerie d'art. Donc le premier livre la première galerie d'art que l'enfant rencontre dans sa vie, comme disait Květa Pakoská, qui était une grande artiste des livres pour enfants, mais aussi vraiment une forme de langage, en fait, comme un court-métrage. Et donc cette brièveté, cette efficacité, cette simplicité, cette force que le dessin doit avoir pour moi, et la sensibilité à la fois pour arriver à toucher dans cet espace. Donc, bref, pour moi, c'est un outil, c'est un média très intéressant. Alors Beatrice Alemagna, je crois que vous aimez les challenges. Les premiers remontent à l'époque de votre enfance avec votre père et votre sœur. Il y avait des concours de dessin. C'est ça qui vous a donné envie d'écrire Oui, j'ai eu un père un peu particulier qui m'a... Racontez-nous un peu. Qui m'a un peu, surtout en venant à Paris une fois, qui nous a poussés à se mettre en compétition, ma sœur et moi. Ça, c'était assez régulier. Mais du coup, on devait dessiner cette tour Eiffel. Donc on est passé par le bateau mouche, on a regardé la tour Eiffel et il nous a promis, il nous a dit que la personne qui aurait gagné une poupée Corolle. Alors poupée Corolle, à mon époque en Italie, ça n'existait pas, donc c'était absolument le fantasme. Le rêve absolu. Petite fille. Et je me souviens avoir étudié la tour Eiffel de haut en bas, dans tous ses détails, la jonction des jambes, des pieds, etc. Et puis le soir, ayant donc mis tout mon être dans ce dessin, avoir perdu et avoir raté cette poupée Corolle, ça a été une telle souffrance que dans ma tête, je me suis dit, mon cher papa, un jour, je vais me rattraper, je ferai des livres, je publierai une tour Eiffel, même dans un livre. Je fais un livre qui s'appelle Un lion à Paris. Il y a cette grande tour Eiffel, je dis toujours que c'est un peu ma revanche envers... C'est extraordinaire cette histoire. C'est une histoire qui était assez douloureuse, en fait, à la base étant enfant, mais que j'ai retravaillé en moi et que j'ai transformé comme un apprentissage énorme, en fait, l'envie de cette revanche. Ça a été un déclic, quoi, pour vous. Et Joël Jolivet, vous avez le souvenir, vous, de comment vous êtes arrivé Je n'ai pas de souvenir douloureux du dessin. Je voulais faire les Beaux-Arts à 3 ans. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai dû entendre un truc comme ça. Oui, donc quand même, vous avez eu la vocation très tôt. Très tôt. Ouais, d'accord. C'est vrai, hein, je peux même vous dire, pour moi, c'était l'église de Montrouge, les Beaux-Arts. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui.
Je voulais aller aux Beaux-Arts, j'avais dû entendre ça. Mais donc ça veut dire que vous dessiniez déjà beaucoup toute petite, quoi. Je dessinais comme tous les enfants. Sauf que si vous aviez cette envie de faire les Beaux-Arts, c'est que... Même si, sincèrement, j'étais pas dans un milieu du tout qui dessinait. Peut-être les mots beaux. Oui, Beaux-Arts, ça devait sonner bien, je sais pas. Mais j'ai dessiné, j'ai continué à dessiner. En fait, la différence, tous les enfants dessinent, sauf qu'il y en a qui arrêtent, quoi. Au bout d'un moment, on se dit je sais pas faire. Après, j'ai pas fait des dessins d'enfants extraordinaires. Je faisais des dessins d'enfants normaux avec des princesses, des fleurs et des papillons. Là, j'ai juste continué, c'est tout. Et j'ai toujours, je pense que oui, j'ai toujours pensé que je ferais ça, du dessin. Sans vous. Je voulais faire des affiches, des choses comme ça, mais il y avait une espèce d'évidence au fait de dessiner, c'est tout. Mais j'ai pas plus d'explications, ni de déclic, ni de moment. Il n'y a pas de moment créateur dans ma vie, non. Alors pour vous découvrir un peu plus Beatrice Alemagna, eh bien vous allez nous dire tout ou presque de votre personnalité. Enfin, c'est un petit portrait et on va découvrir vos différentes facettes. Je dirais que j'aime beaucoup la rupture. J'aime beaucoup casser les codes de l'illustration. Donc ramener par exemple des éléments parfois d'architecture ou de design dans mes livres. Où j'aime énormément changer du coup entre un livre et un autre parce que j'ai besoin de me renouveler, mais aussi parce que je m'ennuie énormément. Et j'ai besoin de trouver à chaque fois une façon de me divertir moi-même, de me surprendre et de tenter de donner quelque chose de différent de moi. J'adore prolonger la vie des matières que je dessine. J'aime aller à l'intérieur des choses, j'aime les comprendre dans tous leurs aspects, à 360 degrés, mais les approprier, les vivre profondément, creuser dans les choses. Donc parfois j'ai dit que j'aime beaucoup prolonger la vie des matières. Je cherche avec mes livres à provoquer de la sympathie. La sympathie dans le sens vraiment littéraire du terme, du fait de sentir avec. Et donc plutôt de l'empathie. Ressentir cette affection pour le personnage dont je parle et le traiter presque comme un personnage de mon entourage, un personnage pour lequel je ressentirai de l'affection. J'ai un côté sombre, je pense, à l'intérieur de moi, un peu crépusculaire, quand on pense au crépuscule, aux choses qui s'assombrissent. J'aime bien aussi la gravité dans les choses. C'est pas parce que je parle aux enfants que je dois toujours, pour moi, dans ma tête, raconter des choses forcément drôles. Et ce côté sombre, peut-être qu'il peut s'apercevoir assez facilement, je dirais, dans mes livres, non seulement dans mes textes, mais même dans mes images. Il y a toujours quelque chose qui cloche un peu, où il y a un contraste très fort entre le clair et le sombre. Je pense que ça fait un peu partie aussi de tout mon travail et de moi, en fait. Vous aimez les contrastes, vous utilisez différentes techniques. Moi, je trouve que parfois, on a l'impression que vos livres, ils peuvent vous parler de mélancolie. C'est vrai, il y a peut-être parfois... Non, je ne parlais pas de mélancolie. Alors moi, je trouve qu'il y a cette dimension. On m'en parle souvent, justement. Oui. Moi, j'en parle pas. Et même, on pourrait dire que c'est comme une saison un peu d'automne au livre, je trouve. Il y a cette douceur et à la fois... c'est vrai que l'été, c'est pas forcément ma saison préférée. Mais surtout au niveau des couleurs, c'est-à-dire que tout ce qui est écrasé par la lumière trop forte ne me plaît pas. Moi, j'aime bien les choses un peu, au fort contraste. Donc, il y a plusieurs points de lumière et plusieurs zones d'ombre dans mes dessins. Est-ce qu'on peut entrer un peu plus dans votre univers et voir quelques-uns de vos albums ? Par exemple, dans Un grand jour de rien.
C'est vraiment, je dirais que c'est presque l'emblème de ce qu'on est en train de dire. C'est l'histoire donc d'un petit garçon qui joue tout le temps à sa console de jeu et dont la mère est très fâchée pour ça. Et cet enfant, il est quand même très ennuyé de rester tout le temps sur cette console. Là, je ne sais pas s'il est cadré, si vous voyez les images. Si je peux le tenir debout peut-être. Ouais. Il rentre dans une maison sous la pluie, il va dans la même maison de toujours. Et donc, vous voyez déjà que donc, ce côté sombre avec la petite lumière qui est créée par l'anorak du garçon. En fait, voilà, c'est ce que je disais par rapport au dessin, c'est cette idée du contraste et du sombre et du clair. Et donc le garçon, en fait, simplement, il va abandonner sa console de jeu à cause de sa mère qui insiste pour qu'il aille dehors faire quelque chose. Et il va se rendre compte que dehors, il y a des tas de choses. Il perd sa console de jeu, donc il est désespéré. Et il va faire une découverte incroyable qui est simplement la nature, les riens qu'il avait autour et qu'il n'avait jamais vus. Et il va s'émerveiller de choses minuscules. Et alors, il y a aussi... Et retrouver sa mère par la même situation. C'est-à-dire que sa mère était quelqu'un de très silencieux et de très solitaire. Et donc, en fait, grâce à ces silences, ils vont se retrouver à la fin. Ça, parce qu'en fait, dans vos livres, vous parlez aussi beaucoup d'amour, il est question beaucoup des relations. Oui, les sentiments m'intéressent en général. Je trouve que j'ai besoin en fait de cette affection-là pour être moi-même dans le livre. J'ai fait vraiment les livres avec beaucoup de moi-même. Je pense que Joël pourrait peut-être dire la même chose, ou des tas d'autres auteurs illustrateurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de nous. Ce sont des choses très personnelles, en tout cas pour ce qui me concerne. Et j'ai souvent besoin de parler de cette affection-là, de ces sentiments qui peut être provoqué par un livre. Du coup, quand on s'adresse comme ça aux jeunes dans des livres illustrés, c'est forcément un peu sucré, c'est forcément comment Valérie, qu'est-ce que... Oh, moi j'enlève le sucre. Vous enlevez le sucre. Bon, alors on sale un peu ou enfin. Exactement. Oui. Non, mais après je veux pas. Mais peut-être Béatrice voulait dire. Non. Moi alors on peut mettre beaucoup de sucre et il y a, je dirais, la majorité de la production pour les enfants est très sucrée. Moi je pense que ce qui les aide à grandir, c'est un petit peu de sel, au contraire. Et puis c'est pas seulement que ça les aide à grandir. C'est aussi qu'il faut, enfin, ça fait partie de, donc, mais d'ailleurs, c'est ce que fait Béatrice aussi, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est sucré. Le sentiment, il peut y avoir beaucoup de sentiments et en même temps qu'on soit pas du tout dans quelque chose d'englué, d'un peu niaiseux, comme je dis. Non, ce qui est intéressant dans les livres jeunesse, c'est quand on partage quelque chose avec l'enfant autour de ce livre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un univers exclusivement enfantin, on est aussi dans quelque chose qui va parler à l'adulte. C'est ce qui rend ce partage-là, c'est ce qui rend le livre jeunesse très difficile à réussir. Et quand ça c'est réussi, c'est merveilleux. C'est-à-dire que tout le monde prend quelque chose. Tout le monde arrive à lire quelque chose. Voilà. Et c'est ça qui est pour moi le défi. C'est ça, le livre réussi. C'est ce qu'on appelle les livres à tiroir aussi. Et c'est un peu piquant comme le nom de votre maison d'édition, Les Fourmis Rouges, quand même. Non, mais c'est vrai. Donc ça puisse attirer. Et je voulais vous demander, vous avez dit au début de votre portrait à facettes qu'il y avait eu peut-être des codes à casser, des barrières. Vous avez... Oui, encore une fois, comme disait Valérie... Excusez-moi, vous pouvez juste... Non, excusez-moi. Comme disait Valérie, effectivement, l'envie de ne pas adoucir toujours les choses, rétrécir les choses à la taille de l'enfant, essayer de les agrandir, de leur donner des choses qui seraient, pourquoi pas aussi, parfois apeurantes. Je vous fais un exemple. Dans un livre, mon livre qui s'appelle Le merveilleux Dodu Velu Petit, il y a une page qui a été censurée. C'est un livre qui est publié en 16 pays. Ouais. Et cette page-là, donc avec le boucher
et le couteau avec le sang, Ensanglanté, qui est d'ailleurs une des pages qui attire le plus les enfants, parce que cette huile de sang qui est presque en train de tomber dans les yeux de la petite fille fascine les enfants. Eh bien, il y a sur donc 16 pays, il y a 2 pays qui m'ont demandé de retirer cette image-là. L'Angleterre, évidemment, et la Corée. En Corée, on m'a demandé d'enlever le sang. Et en Angleterre, on m'a demandé de redessiner la scène. Donc j'ai accepté parce que je dis toujours qu'il n'y a rien de pire qu'un livre ne sorte pas, voilà, que ça puisse compromettre la vie d'un livre. Donc j'ai quand même voulu le faire. Et donc j'ai redessiné la main du boucher qui se pointe contre la petite fille. Et paradoxalement, ce qui était un outil de travail et qui était donc justifié dans la situation n'y est plus et crée cette espèce de violence d'un homme adulte qui pointe un doigt presque comme un pistolet contre une petite fille. C'est tout ça pour dire que l'idée de casser les codes, c'est aussi l'idée de mettre des choses, ce sel ou cette acidité-là, qui est pour moi l'intérêt d'un livre. Je pense qu'en plus, c'est un art, l'art du livre illustré, c'est un art qui évolue, qui s'ouvre, qui change et qui doit être renouvelé. Comme tout art, on ne peut pas refaire ce qui a été refait. On ne va pas pouvoir faire Max et les Maxi Monstres toute notre vie et on va devoir probablement réinventer des choses. C'est en ça que j'aime casser les codes, c'est en ça que j'aime apporter quelque chose qui me surprenne en fait moi-même en premier. Et on parlait des maisons d'édition qui peuvent refuser ou censurer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France surtout pour vos livres ? Moi, j'ai eu des parents qui ont vécu en Algérie. Donc j'ai toujours entendu ce R, cette langue française, cette musique avec ce R qui me fascinait beaucoup quand j'étais enfant. Pour moi, c'était tout un monde en fait. Et après, j'ai eu la chance de gagner un prix donc au Salon du Livre de Montreuil en 96, le prix Figure Future. Et à partir de là, j'ai eu un véritable choc pour l'édition française de l'époque, dans les années 90, qui était totalement différente que l'édition italienne, vraiment. Il y avait un fossé gigantesque de différence. Et puis, je suis petit à petit, je sais pas, je suis tombée amoureuse de ces pays, de la musique de Brassens, des images d'André François, d'un tas de choses qui ont fait que je devenais pour le coup, quelqu'un qui se sentait chez lui. En fait, je me suis sentie chez moi à Paris. Et je l'ai dit d'ailleurs, pour revenir à Lyon à Paris, je l'ai dit avec ce livre-là. Mais je me suis sentie moi-même ici parce que je sentais que c'était là que je devais travailler, avec ces éditeurs-là. Ces éditeurs qui savaient justement un petit peu aller au-delà de la mièvrerie du livre classique pour enfants. Et alors, pour parler des personnages de vos livres, je crois que vous avez une référence en matière de classique, c'est Pippi Langström, c'est Fifi Brin d'Acier avec Astrid Lindgren. Vous avez d'ailleurs des héroïnes. Oui, vous avez illustré d'ailleurs un livre, c'est Lotta. Lotta, oui. Lotta, voilà. Et vos personnages, comment est-ce que ils arrivent, ces héros ou ces héroïnes, Oui, ils sont le fruit de beaucoup de recherches esthétiquement. Donc, je peux dessiner pendant des semaines et des semaines le même personnage, puis je me rends compte que finalement, c'est un peu frustrant, mais je me retrouve finalement à dessiner plus ou moins toujours le même personnage sous différentes facettes. Mais ce qui les fait naître, c'est vraiment l'envie de les rendre porteurs de quelque chose qui me tient à cœur. Et ça, c'est ce qui les anime à la base. Alors pour vous, Joël Jolivet, le texte, forcément, vous êtes obligé de vous l'approprier. Comment ça se passe quand vous le recevez ? Il n'y a pas de règle. Moi, je suis un espèce de couteau suisse. Je fais des livres tellement différents les uns des autres que j'ai du mal à expliquer. Le processus de création, il est différent à chaque fois. Quand je fais des livres documentaires, je fais des livres toute seule. En fait, je travaille beaucoup dans le domaine du livre, ce qu'on pourrait appeler l'album illustré avec une histoire, etc. Je travaille essentiellement avec Jean-Luc Fromental, qui est depuis des années. Et en fait, on travaille ensemble, c'est-à-dire l'histoire se construit ensemble, non ? Oui. En général, ça part souvent de lui. Il trouve un titre, on commence à réfléchir, on discute, on l'abandonne, on le laisse tomber pendant 2 ans.
on en reparle, on le ressort. Donc il y a un long processus pour arriver à en faire quelque chose. Et je sais plus très bien qui a fait quoi dans l'histoire, quoi. Mais j'ai besoin on a besoin l'un et l'autre. Je pense que je dessine à sa place et qu'il écrit, il écrit à ma place. Donc on est devenu une espèce d'entité dont il est difficile de savoir qui a commencé, qui a fait quoi. Et d'où peut-être parce que en fait, ce qui nous intéresse aussi dans le fait de travailler ensemble, c'est d'arriver à trouver une forme à l'album qui n'est pas justement un texte. Il n'y a rien de plus ennuyeux que... je l'ai fait, hein, mais j'exagère, il n'y a pas rien de plus ennuyeux, mais c'est beaucoup plus ennuyeux de recevoir un texte tout fait, tout fini, et puis de l'illustrer. Là, on élabore la narration, la mise en page, le texte. Il peut très bien réécrire son texte parce que j'ai décidé de faire des images comme ça et de le raconter comme ça. Donc il va me faire un travail d'orfèvre pour s'adapter à ça, quoi. Vraiment un travail en duo. Voilà, on a une espèce de monstre à deux têtes. Monstre, non. Un peu des monstres. En tout cas, vous êtes une artiste pluridisciplinaire, mais vous aimez particulièrement la lithographie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette... Alors, c'est pas la linogravure. Lithogravure, pardon. La linogravure. Alors, linogravure. Je sais pas pourquoi, il y a toujours dans mes biographies, effectivement, je suis passée en litho aux Beaux-Arts pendant 6 mois. Ça n'a rien à voir, la lithographie. D'accord, alors expliquez-nous un peu le processus. C'est de la gravure en creux, c'est-à-dire qu'on grave comme un tampon, quoi. On grave dans du bois, ça s'appelle la xylogravure, dans de la gomme, dans du lino, enfin dans tout ce qui peut se graver, qui peut se creuser, et on crée un espèce de tampon. Tiens, j'ai même apporté. Ah bah voilà. Un morceau, voilà. Merci. Oui, d'accord. Ouais. Où c'est, voilà, bon. On voit peut-être pas grand-chose. Hein. Donc là, pour le coup, c'est tellement précis et minutieux que ça doit demander un temps. Non, c'est pas pour faire En fait, ce qui est très bizarre, je sais pas très bien comment j'en suis arrivée là. D'abord, je fais pas tout en linogravure. Hein. Mon psychanalyste m'a dit que des copains m'ont dit que c'était une façon de mettre des filtres entre moi et le dessin. C'est pas faux. C'est aussi une façon d'arriver à l'essentiel, c'est d'enlever, d'élaguer tout ce qui ne sert à rien. Je parle d'élaguer, de graver, on est dans le même discours, quoi. On couper ce qui ne sert à rien. Voilà, il y a quelque chose d'arriver au cœur des choses et au plus simple, au trait, à l'essentiel, à l'essence du trait, quoi. Je suis dans le trait, donc alors quand je fais pas de la linogravure, je dessine avec des crayons et je fais du trait. Voilà, je suis quelqu'un qui travaille au trait. Je vois pas bien les volumes peut-être, mais j'ai commencé à utiliser cet outil, et puis voilà, comme Béatrice utilise des crayons ou des pastels ou de l'encre. C'est un médium comme un autre, hein, en fait, mais il est un peu étrange parce que normalement ça c'est un mode de reproduction d'une image. On n'est pas censé s'en servir comme mode d'expression, mais disons que c'est mon outil. Voilà. Et qu'est-ce qu'il apporte de différent? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous aimez dedans? Peut-être contrairement à l'ordinateur où forcément il y a un contact. Avec l'encre, avec tout ça. Enfin, est-ce que ça compte, ça Ah oui, bien sûr que ça compte. Il peut y avoir des accidents alors que l'ordinateur. Voilà. Alors, en fait, ce qui est assez fabuleux, c'est le moment où on a fini de graver, où on imprime et où là, il y a toujours une surprise, parce que même si avec le temps, je sais à peu près où je vais. Parce qu'il y a aussi, j'ai déjà vu des gens qui font de la linogravure, qui reproduisent vraiment un dessin, qui le décalquent. Et d'ailleurs, parce que bon, si on prend la gravure japonaise, par exemple, si on prend Hokusai, le maître de la gravure, ou d'autres, Hokusai ne gravait pas, les gens gravaient pour lui, mais en fait, c'est un outil de reproduction uniquement, c'est-à-dire qu'il faisait un dessin, et ce dessin était reproduit à l'aide de la gravure. Là, moi, je l'utilise c'est mon dessin, je dessine en gravant. Donc je fais un dessin à peu près grossier et je dessine au moment où je grave. Donc il y a toujours une surprise quand je passe à l'impression de voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas toujours tout à fait exactement ce que j'attendais. Souvent, de plus en plus, je suis frustrée parce que c'est un gros outil, donc on peut pas faire des choses très fines.
Et je me heurte à cette. Donc il y a quelque chose d'un peu masochiste aussi dans l'utilisation de ce médium. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin, à certains moments, de revenir à un crayon et au trait spontané, et à une forme totalement spontanée surtout, enfin quelque chose de très instinctif et beaucoup moins intellectuel que finalement enfin intellectuel c'est pas le mot, mais cérébral peut-être que la gravure. Joël Jolivet, je crois qu'il y a un jeune homme qui a une question pour vous, c'est la question mystère. Joël, est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de raconter une histoire avec des mots ou des images ? Ah là là, j'étais sûre que Émile, il allait me poser une question. Beau sourire. Aïe aïe aïe. Moi, je sais pas raconter des histoires avec des mots. C'est un peu j'ai un peu atrophié cette partie de moi-même. Je pense qu'au début, j'aurais bien aimé. Il y a quelque chose qui bloque quelque part, et puis peut-être aussi parce que j'ai trouvé un alter ego. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui fait ça tellement mieux que moi que je préfère me concentrer sur le dessin. Peut-être aussi parce que j'ai besoin d'autres gens, j'ai besoin de travailler avec d'autres gens que d'être toute seule dans mon coin, et parce que j'ai aucune confiance en moi. Et c'est pas dit qu'un jour peut-être vous tourniez pas vers le texte. J'ai peur que ça soit un peu tard. Mais on ne sait jamais, hein, sur le tard. Non, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant de raconter, le plus important ou le plus intéressant ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il m'a demandé exactement ? De raconter avec des mots ou avec des images. Il faut un bon équilibre en tous les cas. Il faut un bon équilibre. Oui et non, parce qu'on peut raconter que avec des mots et on peut aussi raconter que avec des images. Mais l'un ne doit pas répéter l'autre. C'est-à-dire que quand on a des mots et des images, ça devient une troisième chose. C'est-à-dire que ça doit se répondre et ça doit s'augmenter. Une espèce de réalité augmentée, le livre illustré, en fait. Et bizarrement, là, je vais faire un petit écart vers l'adulte. Je me suis rendu compte pour avoir fait beaucoup de couvertures de livres, que les écrivains n'aiment pas beaucoup qu'on mette des images sur leurs mots. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de réducteur, comme si on donnait une indication trop forte. Et en même temps, moi, il me semble que ça ne peut que être le départ vers une autre imagination. Ça a une espèce d'amplificateur de l'imagination. Et en plus, les enfants savent tellement bien lire les images. C'est-à-dire qu'on peut mettre des tas de choses dans les images qui comme ça ne se voient pas au premier coup d'œil, mais qui peuvent raconter d'autres choses que ce que raconte le texte. Voilà. Alors pour peut-être donner un exemple concret, on pourrait peut-être voir ce beau livre, vous pourriez nous le montrer, de l'ours contre la montre, puisque c'est le dernier. Oui, voilà. Hein, alors celui-là, celui-là, il n'est pas du tout fait en gravure, c'est au crayon. C'est au crayon, oui. En fait, moi, je sais pas, j'ai des livres très très différents parce qu'à chaque fois que je raconte une histoire, j'ai besoin je le vois d'une certaine façon et il y a peut-être, j'imagine qu'il y a une cohérence entre mes livres, mais c'est souvent très 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 différent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de quoi voilà, c'était pour avoir aussi un peu. Voilà, par exemple, quand on parle de raconter une histoire avec des images et pas avec des mots, là, on est presque dans une structure de bande dessinée, c'est-à-dire qu'on part de là, il se passe un truc. Il y a très peu de texte, hein. Il y a très peu. C'est surtout les images qui. C'est-à-dire que le texte n'est que la didascalie et le dialogue, les dialogues de chaque image. Alors, ça, c'est votre album le plus récent, mais il y a des livres aussi qui sont quasiment indémodables. Je vois le 365 pingouins, par exemple. Et justement, c'est une notion dont je voulais parler aussi avec vous, Valérie Hussaguet. Un livre illustré, est-ce qu'il a un âge, est-ce qu'il est daté ?
tu veux... Non, on passe à... Non, vas-y. Alors évidemment... Est-ce qu'il a une durée de vie? Enfin, c'est un peu ça la question. Évidemment, il a un âge, il est marqué, oui. Après, sur la durée de vie, alors c'est ce que j'aime aussi en édition jeunesse. Je trouve que les livres s'installent plus longtemps, ont plus de temps pour s'installer qu'en adulte. Il me semble qu'ils ont une durée de vie. Alors certains auteurs, illustrateurs, illustratrices sont très tristes parce que parfois ils trouvent quand même que leurs livres passent. Voilà, mais c'est vrai que d'une manière générale, je pense qu'ils ont une durée de vie plus longue parce que aussi, donc il y a ça tient à deux choses à mon avis. D'abord, on a un public qui se renouvelle tout le temps, parce que les enfants grandissent vite, donc ça c'est quand même notre chance d'une part. D'autre part, je crois qu'il y a une volonté de partage très forte, c'est-à-dire que quand on a eu soi-même un livre quand on était enfant, on a envie de le partager avec d'autres enfants, ou quand on l'a lu avec notre propre enfant, on a envie de le faire partager à d'autres. Et puis, bon, ça c'est autre chose, mais on a aussi un réseau en France, alors de librairies jeunesse tout à fait exceptionnelles et de bibliothèques aussi. Il y a une politique très forte de bibliothèques en France. J'espère que leur budget d'acquisition, si des politiques nous voient, ne vont pas être réduits en ces temps difficiles, mais c'est essentiel. Et donc, c'est ce qui permet aux livres jeunesse, il y a aussi les salons qui sont essentiels. Bon, voilà, cette année, c'est un peu spéciale. Et on se réinvente, vous voyez, grâce justement. Ça donne on a cette possibilité-là, oui, de faire vivre les livres plus longtemps, comme si on était en littérature, en édition jeunesse, on avait un temps un tout petit peu différent de cette frénésie de la nouveauté. Bon, on l'a aussi, mais un tout petit peu moins qu'en édition adulte. C'est ce que je ressens. Oui, mais je serais un petit peu plus modérée. Moi, j'ai la chance d'avoir, j'ai découvert l'expression. Donc, je fais des longs sellers. C'est-à-dire que j'ai des livres qui datent du siècle dernier, carrément. Et je me rends compte à quel point c'est rare et à quel point c'est formidable, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une telle surproduction que c'est extrêmement difficile d'installer un livre sur la durée. Il y a des contraintes économiques qu'il n'y avait pas du tout au début de cet essor dans les années 90 où c'était un peu l'âge d'or et où on faisait tout ce qu'on voulait sans trop se poser de questions. Maintenant, il y a quand même un peu l'idée qu'un livre, pour qu'il dure, c'est souvent pas la faute des éditeurs eux-mêmes. Enfin, j'entends des éditeurs, c'est la faute de l'éditeur, du grand méchant patron éventuellement, mais de ce délire un livre coûte cher à stocker, un livre coûte cher à retourner, un livre coûte cher à conserver, à réimprimer. Donc finalement, des livres disparaissent. Moi, par exemple, actuellement, j'ai un livre qui ne sera pas réédité parce que il coûte trop cher à réimprimer. On n'est pas sûr qu'il va se vendre. On ne sait pas très bien si on va pouvoir le conserver. Et voilà, donc les livres disparaissent. Alors, en même temps, heureusement qu'ils ne sont pas immortels, les livres, parce qu'il y en aurait de plus en plus, on n'aurait même plus de place. C'est comme dans notre bibliothèque, on ne saurait plus où les mettre. Mais c'est pas si simple. Non, bien sûr que c'est pas si simple. Évidemment, on peut pas faire... Enfin, malheureusement, moi aussi, j'adorerais que tous les livres durent éternellement. C'est pas le cas. Mais disons que il me semble que même si à sa sortie, c'est pas un succès immédiat, je veux dire, nous on n'a pas les télés, enfin là, on n'a pas les télés, on n'a pas tout ça, on n'a pas tous les médias. C'est-à-dire que en dehors de même si un livre à la sortie n'est pas un énorme succès, il a quand même ses chances. C'est-à-dire que et c'est ça la différence. Bouche à oreille, par exemple, qui fonctionne. Voilà. Tu vois, moyen très très bon pour la diffusion d'un livre, c'est le bouche à oreille. Alors, notre émission va toucher à sa fin, mais avant de se quitter, on va aller dans la cuisine de quelqu'un d'autre. C'est la bonne recette de François Place. Alors, mes ingrédients pour faire un bon livre, c'est pas mal de curiosité, une bonne dose d'imagination et beaucoup de plaisir. La recette d'un livre, ça n'existe pas. En fait, il y a à chaque fois une recette différente. Chaque nouveau livre, c'est comme si on inventait totalement un nouveau gâteau. Et il faut quand même bien préparer avant, il faut parfois se documenter, c'est pour ça qu'il faut être curieux. Et il faut avoir de l'imagination, c'est-à-dire des petites idées qui se promènent dans la tête et puis les attraper avec un filet à papillons.
Et avec ces idées, on va pouvoir avoir le démarrage d'un livre. Et il faut du plaisir évidemment parce qu'on veut que le lecteur en ait aussi quand il va lire le livre et quand il va regarder les images. Eh bien, je passe du temps à chercher la mise en page, les dessins, la façon dont ils vont se présenter. Et ça donne par exemple, voilà ce qu'on appelle une esquisse, un premier essai. En voilà une seconde qui se précise un petit peu plus. Et puis là, je m'aperçois que non, c'est trop blanc. J'ai besoin d'une ambiance un petit peu plus sombre et j'ai besoin de plus de détails. Et donc, je vais arriver progressivement au dessin où on est presque à la nuit tombée, où on commence à voir les personnages, des corbeaux qui se promènent dans la neige, etc. Donc tout ça, c'est du travail. C'est pas simplement de l'imagination, c'est comment progressivement le dessin se fabrique. Alors naturellement, il y a les ingrédients. Mais ça n'est pas suffisant, c'est comme dans une cuisine, il y a aussi des ustensiles. Donc moi je travaille dans un atelier, dans mon atelier, et là j'ai, à la place d'avoir des casseroles ou des poêles, eh bien j'ai un ordinateur, j'ai des tubes de couleurs, j'ai des petits pots d'encre, j'ai des pinceaux, j'ai des plumes, j'ai du papier. Et c'est avec tous ces petits éléments qui sont autour de moi que j'essaie de fabriquer à chaque fois une nouvelle recette de cuisine. Voilà, mais c'était bien de voir aussi qu'il y a des hommes qui travaillent dans les livres illustrés. Ce plateau était éminemment féminin. Merci beaucoup en tout cas d'y avoir participé. Valérie Cussaguet, donc, pour Les Fourmis Rouges. Joëlle Jolivet, merci beaucoup à vous. Je crois que vous allez être bien présente pendant ce salon du livre réinventé, puisqu'il va y avoir une exposition qui s'appelle Grave Bien. Et puis merci beaucoup aussi à vous, Béatrice Alemagna. Merci. Votre visite sur ce plateau d'émulsion. Merci à tous de nous avoir suivis. Et vous pouvez nous retrouver en replay sur slpj.fr. Bonne lecture à tous, à bientôt.